Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, bizarrement, n'est pas, d'après moi, assez abordé, et qui pourtant est un fait majeur. C'est la prolifération de l'IGV, ça veut dire de l'interruption volontaire, l'IVG de grossesse, ça veut dire l'avortement. Alors, c'est un sujet délicat, c'est un sujet difficile, c'est un sujet polémique. Mais il me semble que c'est un sujet majeur dans la mesure où nous avons des chiffres absolument extraordinaires. Nous avons rien qu'en France 220 à 230 000 avortements par an. Nous avons 800 000 naissances, ça veut dire qu'on est à plus de 1 sur 5 enfants qui devaient naître, qui est donc, on ne va pas employer des mots trop durs, mais en tous les cas, dont on interrompt le processus vital, de vie. Et on a dans le monde entier autour de 56-60 millions d'avortements tous les ans. Donc on est véritablement dans quelque chose d'énorme. De plus, il faut souligner, avant de rentrer dans le fond, que si la loi Veil, Simone Veil, sous Giscard d'Estaing, a permis l'avortement, il était précisé que c'était qu'en cas extrême détresse, et que c'était une loi d'exception. Cette loi d'exception, aujourd'hui, s'est retournée à une sorte de norme où l'avortement est devenu la solution facile quand on se débarrassait d'une grossesse. Je ne dis pas que l'avortement est un moyen contraceptif, parce que la plupart des femmes qui se font avorter prennent des contraceptifs, donc c'est pas tellement le problème. Mais quand même, on parle d'ici, on va voir, de l'interruption d'un processus de vie pour des raisons souvent, aujourd'hui en tous les cas, qui ne sont pas du tout des détresses extrêmes, mais des questions de confort. Alors, avant de parler du fond, le cadre halachique, il faut être très clair, la Torah, la halakha, nous interdit formellement d'avorter ou de participer à un avortement. Ceci dit, il y a des cas où c'est permis, donc c'est pas juste de dire que la Torah est absolument contre l'avortement. Elle n'est pas contre dans la mesure où la mère est en danger. Ça veut dire que si la grossesse met en danger physique la mère, et parfois en danger d'extrême destruction psychique, il y a effectivement l'autorisation, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais Midin Rodef, on a effectivement l'autorisation d'interrompre la grossesse, pas pour se débarrasser de l'enfant, mais pour sauver la mère. C'est la seule permission possible. Deuxième précision, l'avortement n'est pas considéré d'un point de vue halachique comme un meurtre, puisque quelqu'un qui tue une autre personne est lui-même passible de mort, absolument dans la Torah, bien qu'on n'applique pas la peine de mort depuis des millénaires, mais symboliquement, ou plutôt métaphysiquement, quelqu'un qui tue une autre personne perd le mérite de vivre. Quelqu'un qui fait un avortement, ou une femme qui veut avorter, ou un médecin qui fait l'avortement, transgresse simplement, enfin pas simplement, c'est très grave, mais c'est un niveau d'interdiction qui est ce qu'on appelle l'ave d'Oraïta, ça veut dire on est au niveau des interdictions moins graves que le meurtre, l'idolâtrie, l'inceste, etc., etc. Mais on est dans un interdit formel, comme manger du cochon, etc., etc. Il faut simplement souligner que cette différence entre le meurtre et l'avortement dans la halakha n'est valable que pour les juifs qui sont soumis à la halakha. Pour le monde des nations, il n'y a pas de différence. L'avortement est considéré quelque part comme un meurtre. S'il n'obéit pas effectivement à ces critères d'exception qui sont le fait de sauver la mère. Alors, là où c'est très difficile de parler de l'avortement, c'est qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est actuellement mal à l'aise. Très souvent, les anti-avortements sont des personnes qui représentent en vérité l'espace réactionnaire de la pensée, qui voudraient peut-être réintroduire le contrôle, comme ça s'est passé dans l'histoire, de l'Église ou de l'État ou du masculin sur le féminin. Et nous sommes très loin de ça. C'est-à-dire que les avancées du droit de la femme nous paraissent essentielles d'un point de vue thoraïque elle-même. Les avancées des droits de la femme, le respect de la liberté féminine a toujours été une des priorités de la pensée juive. Et donc on est mal à l'aise, parce que des gens avec qui on pourrait peut-être s'entendre, des gens un peu plus ouverts, des gens qui sont pour la liberté, pour la responsabilité, pour la dignité humaine, précisément ce sont ceux qui défendent l'avortement, et je vais en dénoncer aujourd'hui l'aberration. Alors que les gens qui sont plutôt d'accord avec nous, que l'avortement à tout craint est une catastrophe,
peut-être la catastrophe majeure du XXe siècle et du XXIe siècle, sont souvent des gens avec qui on n'est pas très copains, parce que ce sont des réactionnaires, très souvent antisémites, des gens qui ne sont pas vraiment notre univers intellectuel ni culturel. Et je crois qu'il faut faire la part des choses. Je pense que c'est le grand drame de ce sujet de l'avortement. On ne peut pas être contre l'avortement aujourd'hui sans être tout de suite désigné comme un affreux fasciste réactionnaire, ce qui est incroyable. On bloque le processus de pensée, la possibilité de réfléchir, de s'exprimer. Et je pense que le grand piège, épistémologique presque, c'est que, effectivement, l'avortement qui est une cause, la lutte contre l'avortement à tout craint, qui est une lutte tout à fait noble et essentielle, puisqu'il s'agit de préserver des vies, a été récupéré par souvent des forces obscures, réactionnaires, fascistes. Et d'un autre côté, au nom de la liberté et de l'avancée du droit de la femme, qui est essentiel, je le répète, on défend l'avortement sans réfléchir au sens le plus pourtant évident de cet acte, qui à un certain niveau du développement de l'embryon s'apparente à un infanticide et à un meurtre. Alors reprenons maintenant, commençons à réfléchir ensemble sur les questions de fond. Le processus qui amène à la vie, tout le monde le connaît. Vous avez un sperme qui est déjà du vivant, vous avez un œuf qui est du vivant, biologiquement, qui en s'unissant vont créer un embryon, qui va créer un enfant, qui va créer, etc., etc., plus tard une vie à la naissance. À quel moment passons-nous de l'idée du vivant, potentiellement, un vivant qui porte en lui le potentiel d'un enfant, et à quel moment nous passons à ce que j'appellerais une personne humaine? C'est très, très intéressant. La loi distingue l'être humain, l'embryon serait un être humain, mais ne serait pas une personne humaine, comme si la dignité de la personne humaine serait variable selon l'opinion de ceux qui sont déjà nés, ce qui est absolument extraordinaire. Mais bon, passons sur ça. Et donc il y a un processus du vivant qui amène à de l'humain. Alors, la Torah elle-même fait la différence entre un avortement qui serait avant 40 jours, à peu près 6 semaines, et après 40 jours. Pourquoi la halakha elle-même, bien que certains posent, je ne veux pas rentrer dans les détails, comme Bravo Schefenstein n'est pas du tout d'accord, il pense que l'interdit est absolu et pratiquement du même niveau dès le début, mais il y a beaucoup de poskim qui pensent qu'il y a une différence entre l'avant 40 jours et après 40 jours. Et d'ailleurs, c'est absolument avéré par la science, puisque la science nous dit qu'à partir de la 6e semaine, donc 40 jours, se crée l'embryon avec effectivement une conscience, une réactivité émotionnelle et de conscience et de rêve même, les embryons rêvent. Et là, c'est là où peut-être il faudrait situer la limite entre le vivant et l'humain. Or, l'avortement légalement en France, par exemple, je crois que c'est pas dans beaucoup de pays pareil, est valable jusqu'à 12 semaines, 13 semaines des fois, et des fois plus. Ça veut dire qu'on est dans des cas où la personne, où l'enfant, l'embryon, est déjà une personne humaine, puisqu'elle interagit avec sa mère, elle réagit à la musique, elle sourit, l'enfant a des rêves, l'enfant a une pensée, l'enfant a un cerveau. Comme vous voyez l'embryon, c'est un petit humain en gestation qui a les mêmes cellules, où déjà tout ce qui va former le futur, la future personne est déjà là. Et donc on a ici, mais il faut bien comprendre qu'il y a eu donc notre procès sur l'avortement, en tous les cas tel qu'il est exercé en Occident, il faut le diviser en deux. Il y a un premier procès avant les 40 jours, ça veut dire quand on est dans du vivant qui donne potentiellement la vie, pourquoi ça reste quand même interdit, bien que ça soit infiniment moins interdit qu'après. Et le deuxième, qui lui pour moi est de l'ordre du scandale absolu, qui est l'enfanticide déguisé en IVG, en mots comme ça, qui veut dire interruption volontaire de grossesse, comme s'il n'y avait que la femme et pas l'enfant. Et donc je vais essayer avant d'essayer de faire la critique de l'avortement dans ces deux niveaux, je voudrais aussi d'abord souligner quelque chose d'incroyable. On a ici des personnes de gauche, des progressistes qui se veulent humanistes, qui ne se rendent pas compte qu'en faisant la promotion et la défense de l'avortement à tout craint, s'inscrivent complètement dans un projet capitaliste. On est rentré dans une ère sociétale, une ère de civilisation, de ce qu'on appelle la réification. Ça veut dire, à un moment donné, toute vie se transforme en chose. Et dans la mercantilisation, ça veut dire la transformation de la vie, des valeurs, en valeurs monétaires.
Et tout devient marchandise. Aujourd'hui, le sperme devient marchandise, le corps devient marchandise, la mort devient marchandise, le ventre de la mère devient marchandise, la vie devient, l'amour devient marchandise, tout devient marchandise. Et ça, on est dans quelque chose de terrible parce qu'on est en vérité dans quelque chose de beaucoup plus général que l'avortement, où on est dans un rapport à l'autre, où on prend et on jette. Dans les rapports amoureux, c'est pareil. Aujourd'hui, la norme pratiquement chez les jeunes, c'est on prend, on vit une expérience et on jette. Ça veut dire qu'on est comme on prend son mouchoir, on l'utilise, on le jette. Comme on prend une voiture, on la jette. Eh ben, on est dans la même logique qu'un enfant qui a déjà 12 semaines, 13 semaines, qui a déjà une pensée, qui a déjà des rêves, qui communique avec sa mère, qui a des effets, des relations. Eh bien, à un moment donné, on va imposer, on va prétexter, invoquer la notion d'une détresse psychosociale, qui peut être tout, qui peut être j'ai plus envie d'avoir cet enfant, ou bien nous divorçons, donc ou mon copain m'a quitté, ou mon copain m'a quitté, ou bien j'ai plus envie d'être avec mon copain, ou bien j'ai plus d'argent, je me suis fait renvoyer de mon travail, ça répond des questions complètement de confort. On va détruire cet enfant vivant, qui n'est pas simplement vivant, mais qui est une personne humaine. Et c'est l'horreur, parce que nous sommes en train, en vérité, de complètement justifier des infanticides. Puisque, au nom de cette soi-disant avancée de la liberté de la femme, on commet des meurtres quotidiennement, 60 millions par an, 220 millions en France. Alors, je tiens un tout petit peu à appuyer cette notion. Ça veut dire que ces personnes qui se disent progressistes, humanistes, et qui cautionnent l'avortement à tout craint, ne se rendent pas compte qu'elles rentrent complètement inconsciemment dans l'extraordinaire puissance du capitalisme, dont le seul souci est de transformer la vie et les valeurs en commerce, en biens financiers. Et quand on dit on peut se débarrasser d'un enfant quand il ne me convient pas, c'est qu'on transforme la vie, la personne humaine, en chose, et donc elle est jetable, ou on peut l'accéder ou la jeter comme on veut. C'est exactement le projet du capitalisme de remplacer les hommes par des monstres froids de consommateurs. Et quand on dit au nom d'un prétexte, au nom presque d'un caprice, que j'ai le droit de tuer cet enfant, et que la loi légalise ce caprice, on est dans la destruction absolue du sens moral d'une civilisation. Alors, on pourrait se poser la question, quel est l'argument ? Ce ne sont pas des idiots. Je veux dire, quel est l'argument ? D'où ça vient ? Alors, l'argument est très simple. C'est que, comme je dis, il y a un aveuglement. Un aveuglement. Alors, prenons d'abord un aveuglement. Un embryon à 12 semaines, 13 semaines. Regardez des vidéos qui montrent l'enfant à 13 semaines. Vous allez voir des yeux, vous allez voir des expressions dans le visage, vous allez voir un corps, vous allez voir surtout, sur ceux qui connaissent aujourd'hui, des réactions mentales, des interactions avec le vivant, interactions avec d'autres personnes, interactions avec la musique, avec les rêves, avec le contact avec les autres. Alors, quel est l'argument ? Alors, l'argument avant 40 jours, lui, il est plus ou moins, on va dire, correct, logiquement, mais quoique pour la Torah, c'est interdit quand même, c'est de dire, avant 40 jours, on n'est pas véritablement dans de l'humain, on est dans du vivant. Or, le vivant, on peut le détruire pour des facilités humaines. De la même façon qu'on détruit des animaux vivants pour les manger, ou des plantes pour les manger, de la même façon, il n'y a pas de conscience. C'est vrai qu'avant 40 jours, il n'y a pas de conscience. Pour la Torah, il y a une neshama. Mais on va dire, restons rationnels, il n'y a pas de conscience. Comme il n'y a pas de conscience, donc à ce moment-là, il n'y a pas d'humain, il n'y a que du vivant. Et donc, comme il n'y a que du vivant, on peut détruire cette chose-là pour le confort humain. Bon, ça se tient logiquement, ça ne se tient pas métaphysiquement, mais ça se tient logiquement. Pourquoi ça ne se tient pas métaphysiquement ? Pour une raison très simple. Ça ne se tient pas métaphysiquement parce que on est exactement dans un cas de figure où la restriction du champ de l'existentiel et du champ de la pensée est réduite au présent. Le fait de ne pas intégrer ce futur d'enfant, le fait de ne pas... c'est de remplacer le principe de responsabilité par rapport à un être qui pourrait être en égotisme, sous le drapeau de la liberté. On est véritablement dans une réduction de la vie à ce qui est tangible. On est dans le matérialisme qui n'est plus capable d'intégrer ni le passé ni le futur
dans le champ de conscience. Ça veut dire que ce futur, ce potentiel personne, c'est pas juste de l'humain, une personne avec un destin, un bonheur, pas peut-être, sûrement de grands philosophes, de grands musiciens, de grands artistes, d'hommes magnifiques et de femmes magnifiques ont été massacrés cette année, c'était évident. Mais on pourrait dire c'est que du futur. Oui, c'est du vivant qui a un potentiel futur d'un humain, et de ne pas respecter ce vivant qui a un futur humain, c'est quelque chose de terrible, parce que ça veut dire que c'est de réduire la relation à l'autre, à sa seule présence, en niant complètement sa potentialité. Imaginons que j'avais une fleur magnifique qui va donner un arbre magnifique et que je détruis la fleur. Je ne vais pas dire, oui, c'est pas un arbre, c'est rien du tout, c'est une petite fleur. Oui, mais tu détruis l'arbre magnifique qui aurait peuplé la forêt. Ben, c'est 1000 fois pire quand on fait un avortement avant 40 jours. Mais à deuxième étape, quand on autorise légalement des avortements à partir de 40 jours, c'est-à-dire à la 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e semaine, des fois plus, alors là, on est vraiment dans l'aberration, on est dans une logique non plus de l'interruption du vivant potentiellement humain, on est dans le meurtre de l'humain. Scientifiquement avéré, et il faut arrêter de s'aveugler, parce que ce qui est extraordinaire, quand vous parlez à des personnes pro-avortement, l'enfant n'existe pas. Ah oui, alors il apparaît à 9 mois comme ça, boum, à 9 mois il apparaît du néant, d'accord. La science nous montre absolument que l'enfant, à partir de la 6e, 7e, 8e semaine, surtout à 10e, 12e semaine, il est complètement constitué, et qu'il a déjà une pensée, des émotions, des rêves, etc., etc. Donc on est dans le meurtre. Alors quel est l'argument ? Parce qu'on n'a pas en face de nous d'affreux Jojo. On a des gens des fois très bien, libéral, humaniste, gauchiste, des gens qui ont des idéaux. Alors, on invoque une chose très simple, c'est l'intégrité du corps de la femme. Et donc là, c'est absolument extraordinaire, parce qu'encore une fois, je le redis, je pense qu'il y a une confusion totale et très nocive, très toxique. C'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire, dans toute l'histoire, d'ailleurs, dans toute l'histoire, pratiquement toute civilisation, une mainmise du corps féminin par la maîtrise du masculin et de l'État et de l'Église, c'est certain. Et puis c'est vrai qu'il est impératif que la femme se libère et ait sa propre liberté dans l'espace sociétal qui lui permet de vivre une vie de femme épanouie qui n'est pas soumise aux désirata de l'homme ou des institutions. Mais quel rapport avec l'avortement ? Or, eux, les pro-avortements, ont fait un rapport fondamental. Ils voient dans l'avortement l'avancée décisive de la libération de la femme par rapport à la domination masculine. Ce qui est d'ailleurs peut-être vrai d'un point de vue historique, mais d'un point de vue fondamental, c'est complètement faux. Pourquoi ? Et c'est tout à fait significatif. Quand on dit l'intégrité de la femme, c'est qu'on refuse à l'embryon son statut d'altérité, d'être un autre. Et qu'on refuse ce statut d'altérité renvoie en une idéologie beaucoup plus large du droit de l'homme qui a gommé tout horizon de responsabilité et d'ouverture de grandeur spirituelle pour le réduire à un mendiant revendicateur des droits, de ce que j'ai le droit, de mon bon droit, de l'autosubstantification du moi, qui demande à avoir ce que je dois le droit d'avoir, en gommant tout à fait la noblesse de la grandeur et de l'altruisme. C'est-à-dire que cet enfant qui rentre, et c'est vrai, c'est un phénomène extraordinaire, on est d'accord ? C'est un phénomène extraordinaire qu'une femme soit porteuse d'une altérité qui est un destin autre, et des fois radicalement autre. Il y a des enfants qui ne ressemblent en rien à leur mère. Et donc cette altérité qui est au sein d'elle-même, comme elle est niée comme personne et qu'elle est niée comme altérité, et qu'elle est réduite à un membre du corps de la femme, c'est extraordinairement illogique d'abord. Parce que ça n'y aurait pas d'enfant. Un enfant n'est pas un bout de femme qui se sépare du corps de la femme. Un enfant, c'est de l'autre qui croit à l'intérieur du même maternel. Et de nier à cette altérité son statut d'altérité, c'est tellement significatif de la chute morale et spirituelle de l'Occident. C'est tellement significatif que tout ce que l'on ne voit pas n'existe pas. Alors qu'on le voit là quand même, on le voit. Mais bon, on ne le voit pas, ça n'existe pas vraiment. On le sait caché par le corps de la femme. Bon. Tout ce qui est contre mon intérêt n'existe pas vraiment. Tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité, le fait d'accueillir l'autre dans moi, qui est la résonance extraordinaire, qui est la merveille de la vie. Comment quelque chose qui n'est pas moi devient lui-même grâce à moi, c'est magnifique. La réduction du monde à l'égotisme, au point où l'altérité est niée,
est le point de rupture de la vérité et du mensonge. Et on en est véritablement là. Nous en sommes aujourd'hui à quelque chose d'absolument aberrant, où on arrive à des illogismes incroyables, où des embryons constitués ayant déjà une âme, une personnalité, un corps à eux, est nié comme corps d'altérité pour être réduit à une partie de la femme qui a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps. Et donc on est absolument dans la négation de la responsabilité et la négation du rapport à l'autre et la négation du rapport à la vie et à la spiritualité de la vie pour réduire tout cela dans un manque de résonance et de beauté à une éternelle revendication du bien-être égotique, réduit à la mesquinerie de ces petits droits. Et donc, il faut bien comprendre que si, et c'est assez extraordinaire, je trouve que le débat sur l'avortement n'existe pas vraiment. Effectivement, il y a toujours des énerguments d'extrême droite qui font des actions, d'après moi, pas très malines, et une sorte de pensée politiquement correcte, dominante, terrorisme de la pensée, où dès qu'on n'est pas pour l'avortement, on n'est pas branché, on n'est pas moderne, on est soupçonné de toutes sortes de tares réactionnaires, fascistes ou machistes. Hein, bon. Non. La vérité, on peut la camoufler 1000 fois, mais elle est toujours là. La vérité est que ces enfants sont vivants, sont des personnalités, et qu'on les massacre jour après jour, sans que personne ne dise rien. Et que c'est un scandale astronomique qui couvre toute la deuxième moitié du XXe siècle et le XXIe siècle. Et c'est le scandale le plus extraordinaire. S'il y a un sursaut moral dans quelques décennies, j'en doute, mais ça sera vu comme une tare. Nos générations, la génération de nos parents et nos grands-parents, nos parents et nos parents et nos enfants sûrement, comment l'humanité a pu laisser un tel crime, légaliser un tel crime. Ça me fait penser, une fois j'étais petit, j'étais très choqué, j'avais des hamsters à la maison et j'ai vu à un moment donné la maman manger l'hamster, manger ses enfants. Si on veut une humanité réduite à l'animalité de l'hamster, il faut continuer à tuer les enfants. Mais si on veut un réveil moral, spirituel, il s'agit d'élargir notre champ de compréhension de qu'est-ce que c'est l'autre. Et quand une altérité, une vie qui n'est pas le corps de la femme, qui naît dans le corps de la femme, a le droit à vivre autant que la femme. Et si on le tue, c'est tout simplement un meurtre. Et si ça, c'est être progressiste et humaniste de penser ça, alors je préfère, oui, effectivement, ne pas être progressiste. Ami Vignavine.